Je vais essayer de parler de la lumière comme une vibration électrostatique. Ou alors je vais parler d'une vibration électrostatique comme une émotion et comme se comporte aussi la lumière. Quand on regarde la télé, dans un tube cathodique, euh, elle est projetée sur l'écran. La lumière est projetée sur l'écran. Et elle est projetée par les trois couleurs primaires. Quand on se rapproche au plus près de la télé, on voit bien ces petits drapeaux de trois couleurs qui forment presque les pixels de la télé cathodique. Il y avait une expérience qui montrait que quand on mettait un aimant sur la télé, eh bien cela changeait la couleur. Et c'est vrai que une fois qu'on enlevait l'aimant, il y avait souvent une tache de couleur que faisait l'aimant de l'audio-parleur. Mais si on retournait l'aimant et qu'on l'approchait, eh bien, disons que la couleur, on pouvait interagir comme ça, réparer la couleur, ou la déformation de couleur, qui allait dans le vert ou autre. Là où je veux en venir, c'est que les émotions sont pareilles. Quand on est trop chargé d'une bonne journée, on peut accumuler des désagréments, tout cela. Euh, on a notre dose de bonnes couleurs, on va dire. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est de mauvaise couleur ou de mauvaise humeur, il nous faut un aimant opposé c'est-à-dire de bonne humeur, pour nous recharger nos batteries. Alors, je parle des émotions et des aimants pour parler un peu des vases communicants entre deux personnes. Quand une personne est malheureuse, généralement, euh, elle a besoin de bonne humeur pour aller mieux. Et quelqu'un de bonne humeur va mettre bonne humeur plus de personnes. Mais quelqu'un de trop malheureux va ennuyer ou va énerver ou va rendre triste d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle le vase communicant. C'est pour ça que quand vous êtes au restaurant et que vous entendez une table d'à côté rigoler aux grands éclats, même si vous ne savez pas ce qui s'est passé à la table d'à côté, vous regardez avec un petit rictus. C'est communicatif, le vase communicant. On parle de la lumière est composée d'un spectre, comme je le disais. Et il y a plusieurs couleurs, comme on le voit dans l'arc-en-ciel, et comme on le voit dans le cristal, et comme on le voit aussi dans un prisme. Chaque couleur de la lumière, qui apparemment est invisible, mais qui est réelle, a plusieurs ondes et plusieurs interactions. Donc on connaît aussi l'ultraviolet, on connaît aussi les photons, on connaît certaines choses, mais on ne connaît pas tout. On a du mal à imaginer, souvent en physique, ce qu'on ne voit pas. On a mis des théories sur bien des choses, mais c'est vrai que ce qu'on ne voit pas, on a du mal à le définir. Comme des fois on parlait d'hormones, choses qui ne peuvent pas se démontrer. Donc on aurait pu appeler hormones tout ce qui ne se démontrait pas dans le corps humain, en parlant de la médecine. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on ne dénommait pas en physique n'était pas irréel. Ou alors ce qui est irréel peut être consciencieux. Ou on peut avoir conscience de ce qui est irréel. Mais avoir conscience de ce qui est irréel ne rend plus irréel, mais rend réel. Là où je veux en venir, si je fais un mètre et que je suis habitué à mesurer le mètre tout le long de mes journées, il est fort probable qu'au bout de 3 semaines, je n'ai plus besoin de mètre pour situer où se finit le mètre et où se commence le mètre, qu'avec un crayon, si je fais la mesure à vue d'œil, il va y avoir une précision qui est assez presque méthodique ou alors
comme un réflexe inconditionné. On a la mesure dans l'œil, le compas dans l'œil, et puis comment ça s'appelle? On mesure. Parce que c'est une habitude. Quand on sait compter jusqu'à 10, on peut compter jusqu'à 100, parce que 100, c'est que des dizaines de 10. Mais quand on sait compter jusqu'à 100, on peut compter jusqu'à 1000, parce que c'est des dizaines de centaines. Et euh, on va commencer comme ça à devenir mathématicien, parce qu'on se rend compte que toute sa vie, on pourra compter tout ce qui nous entoure et tout ce qu'il en est, puisque c'est juste une addition, une soustraction, mais il n'y a pas de fin. Or, il y a bien un moment donné où le compte est bon. C'est-à-dire que on revient sur ses propres pas. Dans le nombre d'or, on pensait que le nombre d'or était infini. Or, c'est faux. Le nombre d'or est un nombre calculable et qui est fini. Il a, à un moment donné, ça s'arrête. Je ne sais pas si vous n'avez pas fait le calcul. Je crois que l'année, quand j'avais 15-16 ans, que j'avais calculé le nombre d'or de tête, et j'avais fini sur un cahier de 200 pages, je crois, pour arriver avec ces numéros, qui étaient un cahier rempli de numéros, en fait. Et c'était juste le numéro qui était derrière la virgule. Mais il y a une fin. Après, c'est un nombre décimal qui a une fin assez lointaine. Qu'est-ce que veut dire cette fin assez lointaine? Ça veut dire que c'est justement euh, une précision. 2 est moins précis que 2,517732. Donc, je rappelle, le nombre d'or, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. La racine de 5 sur 2, ça, on arrive plus ou moins à racine de 5, ça va. Divisé par 2, c'est plus délicat. Avec le 1 en plus, c'est bon, 1,618. Et il y en a encore des milliards. Donc c'est un nombre de précision. Après, on a regardé avec le nombre d'or, selon la spirale de Fibonacci ou le nombre de Fibonacci, on a remarqué que ce nombre d'or pouvait être en spirale, pouvait être en rectangulaire, pouvait être une suite de croissance, pouvait être une cote, pouvait être une échelle. Et on s'est rendu compte que beaucoup de choses marchaient sous cette échelle. Mais revenons un peu à ce qu'avait trouvé Léonard de Vinci, c'est-à-dire que entre deux chevals de course ou de trait tirant de deux côtés opposés à une force infime de précision, on arrive à un équilibre sain. Et chose qu'on capte de tous ces démonstratifs de l'équilibre sain, c'est-à-dire que deux forces opposées à l'extrémité égale s'annulent dans un équilibre sain total. Mais c'est un équilibre sain. Donc si on pousse de croissance continue les forces de phi, dans sa précision infiniment précis, bien on arrive à justement l'équilibre sain. Bon. Alors pourquoi il pensait à ça, Léonard de Vinci? Tout simplement parce qu'il disait, voilà, il y a le temps qu'il faut pour faire le tour de la roue. Et puis il y a le centre de la roue qui tourne. Si avec un crayon je fais un point au centre, pour faire le rond, il va falloir tout un cercle. Et il est plus facile et plus rapide de faire un cercle, un point qu'un cercle. Donc faire le tour du centre met beaucoup moins de temps que faire le tour du rond. Et on a vu aussi que selon la centrifuge,
au centre, cela fuge. Alors pourquoi? Parce que plus vous tournez, plus il y a une force d'éjection du centre. Or, si vous êtes dans l'axe de l'orbite, je ne sais pas si ça peut se dire l'axe de l'orbite, enfin, si vous êtes dans l'orbite tout court, vous avez une certaine vitesse. Mais au centre, il y a plus de centrifuge. Donc, si vous revenez avec la vitesse de l'orbite, avec la vitesse du centre, à un moment donné, ça va être trop rapide, vous allez vous être éjecté. Et c'est dans ça que c'est important, cette force d'éjection. Là où je veux en venir, quand on est en voiture, donc pour revenir à la vitesse de la roue, voilà, en voiture, on a une certaine vitesse. Quand on descend, on a la vitesse de poussée et la vitesse d'élancement. Mais si on donne de la poussée à l'élancement, du coup, quand on est en descente, on va descendre plus vite. Et on descend plus vite, pas parce qu'on est dans pas parce qu'on est en descente, mais parce qu'on pousse l'élancement. Donc ça nous fait comprendre, tout ça pour en revenir aux échelles de vitesse. Excusez le début un peu démonstratif dans un autre domaine. Je m'écarte, je sais pas. Toujours est-il, quand on essaye des vitesses à longue échelle, il y a la poussée et l'élancement de la poussée. Il y a la traction et la propulsion. Et la propulsion tractée. Donc en gros, si je le fais au niveau oreille-machine, même quand on le connaît tous, quand on est sur une mobilette, ça va faire... Voilà. C'est des étapes de vitesse. Imaginez que vous êtes sur une Formule 1, si vous essayez d'avoir la vitesse maximale à l'arrêt, que se passe-t-il? Les roues patinent et vous n'avancez pas, vous patinez sur place. Donc pour prendre de la vitesse, il vous faut une certaine vitesse. Jusque-là, c'est logique mais fondamental. Donc, dans vos propulsions, si vous propulsez quelque chose qui est sans vitesse, ça ne prend très très peu de vitesse. Parce qu'il faut, si vous mettez un réacteur à une voiture, vous avez pu le voir, même vous poussez beaucoup d'air, non, ça ne pousse pas. Et par contre, s'il y a une voiture qui a un moteur, vous lui mettez une propulsion, ben, étant donné que le moteur va faire l'élancement, le réacteur, lui, va faire la poussée de l'élancement. Donc ça, c'est quelque chose de logique. Mais quelque chose de logique aussi, c'est que quand vous faites tomber une bouteille d'eau, elle roule sur elle-même, donc la roue, mais l'eau qui est à l'intérieur va pousser la roue. Ça va faire une bouteille d'eau qui va rouler sur elle-même. Donc d'accord. Et pourquoi la bouteille d'eau continue à rouler? Parce que l'eau à l'intérieur, elle est en mouvement et elle suit son mouvement, le mouvement d'élancement, après le mouvement de poussée. Donc si vous faites des roues avec une jante où il y a une infime partie d'un rayon plein, imaginez une roue vide qui tiendrait on ne sait comment, si avec ces 4 axes, il y en a un qui est plein, pour tenir la roue il en faut 4 au minimum, disons 6, et sur les 6 vous en mettez un qui est plein, et vous le mettez lourd. Du coup vous allez récupérer la force centrifuge, qui elle-même va vouloir aller à l'éjection, mais vous la retenez au centre. Donc du coup, ça va aller bien plus vite. Ça mettra du temps à, prendre de la vitesse, mais une fois qu'il y aura de la vitesse, ça ira de plus en plus vite. Et ça va alléger donc le coût de la roue. La roue sera plus lourde, va demander au moteur d'abord de plus de force pour s'élancer, mais en vitesse de pointe, elle ira plus vite parce qu'elle sera allégée par la force de centrifuge.
je reviens au début, si je fais tourner que la roue, avec un engrenage, il faut un engrenage de même taille pour faire tourner un tour entier sur la roue, il faut un tiers entier sur l'engrenage. Si je mets l'engrenage bien plus grand, quelques quarts d'engrenage va faire toute une roue. C'est ce qu'on voit sur les pignons et les comment ça s'appelle, et les plateaux. Quand sur un vélo on a un VTT, on change de plateau, on change de pignon, c'est plus du tout les mêmes forces. Pourtant, c'est toujours nous sur le pédalier. Il y a comme ça un cas de résonance des forces qui se sont alliées. Si je mets une force pour faire tourner la roue, et que, une fois que la roue a tourné, je mets la force de l'axe de la roue, donc on va élancer la poussée. Voilà, je vous dis, c'est plus du tout la même chose. Parce qu'on récupère la force de la poussée, la force d'élancement et la force centrifuge. Ces trois forces combinées en un seul point. Donc du coup, si vous mettez un poids à cette roue, il est très fort probable, comme si vous mettrez qu'une seule pale à un avion, il est très fort probable que cette pale s'éjecte parce qu'elle prendra trop de G dans la rotation. Et comme elle est une seule, un côté de poids, et qu'il n'y a pas le poids identique en face d'une autre pale, du coup son propre poids prendra plusieurs G à chaque rotation et va faire qu'à un moment donné, elle va s'éjecter du centrifuge. Et pour elle tienne sur le réacteur, il faut d'autres pales du même poids. Donc, avec un léger incohérence, une infime incohérence. Pourquoi je parle du nombre d'or? Parce que c'est de la précision. Mais on peut voir que tous les nombres entiers, divisibles par un nombre entier divisé par un nombre entier sur sa demi et plus 1, va faire une précision, mais que nos ordinateurs, je ne sais même pas s'ils pourront les calculer. Donc, si nous faisons un équilibre, on tire en haut, on tire en bas, ça va, ça tient. Mais si on tire une infiniment partie, un tout petit peu plus, ou alors un tout petit peu moins, eh bien on aura une vitesse de croisière progressive, infiniment progressive, et une vitesse de croisière infiniment régressive. Et après, les différences de degré des proportions fera la longueur qu'il faut, ou l'étape qu'il faut entre deux vitesses correspondantes et proportionnelles. Merci.